La radio est un art aveugle. Yeah, it's quite cool. Et ensuite, Au début, c'était des déformations, c'était des coupures. il y avait un crocodile qui dormait dans l'herbe. Et ensuite, les bébés sages, ils s'étaient perdus. Énormément, très méchants. Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans l'univers sonore des interviews d'Eric Cooper, un univers qui vous permet de découvrir virtuellement des personnes, souvent des femmes d'ailleurs, passionnantes et passionnées. La citation, parce qu'on commence toujours ce podcast avec une citation, « Écouter est la plus belle des choses qui existent ». C'est une citation de Ptahhotep. Alors, qui était Ptahhotep ? Eh bien, il était vizir, préfet, si on veut, de l'Égypte ancienne. Il a vécu 24 siècles avant Jésus-Christ sous le règne du pharaon Djedkare-Isesi de la 5e dynastie. Il est en fait l'auteur de l'un des plus anciens écrits de sagesse qui nous soit parvenu après les instructions de Shouroupak. Alors ce texte se nomme L'enseignement de Ptahhotep ou le livre des maximes de Ptahhotep et a été retrouvé sur le papyrus Pris qui a été découvert par l'égyptologue français Émile Pris d'Aveznes. C'est l'un des plus anciens manuscrits connus du monde. Il est actuellement conservé à la Bibliothèque nationale de France. Mais ce n'est pas d'égyptologie dont nous allons vous parler. C'est en fait une maison d'édition que vous allez découvrir. C'est Flamingo Édition, une maison d'édition fondée par Alexandra Braghina. Alors pourquoi je vous parle d'égyptologie ? Eh bien parce que tout simplement, notre invitée du jour, Alexandra Braghina, c'est donc l'actrice de ce podcast d'aujourd'hui, est passionnée par l'égyptologie et tout de suite, elle nous explique un petit peu comment elle s'est intéressée à l'égyptologie. Donc j'ai découvert l'égyptologie quand j'étais petite, comme beaucoup de passionnés d'égyptologie, en fait on tombe dedans très très jeune. Et puis quand j'étais en histoire de l'art, en fait à un moment donné, il faut faire un choix d'orientation. Et au début je m'étais orientée vers l'art contemporain, mais au final je suis revenue à mes premières passions, donc l'égyptologie. Donc c'était gay, un petit bond de 4000 ans, réorientation. Et voilà. Si ça avait été techniquement possible, est-ce que les anciens Égyptiens auraient pu écrire un roman avec les hiéroglyphes ? Mais en fait, techniquement, c'était possible, c'est juste que le rapport à l'écriture était très différent. C'est-à-dire que nous, on écrit tout le temps. On écrit des SMS, on écrit des statuts Facebook, on écrit des statuts Twitter, on écrit tout et n'importe quoi. Alors que les Égyptiens, pour eux, l'écriture, c'était vraiment quelque chose... ils avaient un rapport plus précieux, on n'écrivait que ce qui était important, mais sinon, il y a des récits littéraires égyptiens. On va quitter le pays des pyramides pour parler de votre maison d'édition, donc c'est Flamingo. Pourquoi vous avez un jour décidé de créer une maison d'édition ? J'ai toujours été très portée dans le créatif, dans le littéraire. Je lis des livres depuis toute petite, d'aussi longtemps que je me souvienne. J'ai toujours été entourée de livres. Je suis moi-même autrice éditée. Et comme on m'a donné ma chance avec mon petit livre, je me suis dit tout naturellement... pourquoi pas créer quelque chose moi-même aussi, apporter ma petite pierre à l'édifice. D'où vient le nom Flamingo ? C'est une excellente question. Je pense que c'est venu un peu au hasard, entre guillemets. Et je trouve que c'est pas plus mal parce qu'au final, Flamingo, c'est un mot qui se dit... c'est un mot qu'on comprend dans toutes les langues, on sait le prononcer dans presque toutes les langues. Et comme la maison d'édition a quand même une portée internationale, je trouvais que ça se mettait bien. Puis c'est joyeux, c'est original, c'est mieux. Je trouvais que c'était mieux que de composer un nom à partir de mon nom ou quelque chose comme ça. Alors, à côté des grandes maisons d'édition, comment vous arrivez à vous faire une place ? Eh bien, justement, c'est très compliqué de se faire une place à côté des grandes maisons d'édition parce qu'elles inondent littéralement le marché du livre. Et quand on est une petite structure, on n'a pas forcément les moyens de faire des énormes tirages qui coûteront très peu. On ne peut pas se permettre de payer un distributeur très cher qui nous mettra dans toutes les librairies. Et du coup, en fait, ici, comme la maison d'édition, en plus, privilégie l'impression à la demande, parce qu'on est soucieux de l'écologie, on ne veut pas trop imprimer pour ne pas avoir des mises au pilon, pour ne pas avoir des stocks énormes. Et bien, du coup, nous, on essaye de privilégier la promotion des auteurs, donc les faire passer un maximum dans les gros médias, quand c'est possible, rendre le livre le plus attrayant possible, et évidemment, solliciter le cercle privé de l'auteur, parce que si l'auteur, même s'il a une page Facebook, peut partager avec ses connaissances, eh bien le bouche à oreille fait qu'au final, on arrive parfois à se démarquer. Et les grosses radios, les grosses télévisions, est-ce qu'ils sont ouverts justement à des auteurs qui viennent de maisons d'édition comme la vôtre, donc comme Flamingo ? Eh bien, pour l'instant, en fait, on a eu
aucun refus justifié par le fait que la maison d'édition soit petite, parce qu'on présente quand même des produits de qualité, on met l'accent sur le graphisme, on essaie vraiment de faire quelque chose, des couvertures esthétiques, agréables à regarder. Et ensuite, avec les médias, eh bien, c'est l'angle qui importe le plus. Donc, en arrivant à trouver le bon angle, eh bien, oui, il n'y a pas de souci. Alors, est-ce que du côté, je dirais, qualité littéraire, les auteurs publiés chez vous, est-ce qu'ils ont le même niveau que ceux publiés dans des maisons d'édition plus importantes ? À expérience égale, je pense que oui, parce qu'au final, même si un jeune auteur est publié dans une grande maison d'édition, s'il n'a pas vraiment de grosse expérience littéraire, s'il n'a pas 20, même 10, 15 ans d'écriture derrière lui, eh bien, oui, la qualité littéraire n'en pâtit pas vraiment. On a des gens qui écrivent très bien, qui ont un style très très fluide directement. Comment est-ce qu'on a accueilli dans le monde de l'édition et de la littérature en Belgique le fait qu'une jeune dame comme vous crée sa propre maison d'édition ? Je pense que ça n'a pas été mal accueilli. En tout cas, je n'ai pas eu de mauvais échos ou de critiques de la part d'autres professionnels, parce qu'il y a de plus en plus de jeunes maisons d'édition qui naissent. Je pense que dans le milieu, en tout cas, ça ne pose pas de problème aux collègues d'avoir une jeune femme qui fait une maison d'édition, parce que de toute façon, moi je trouve qu'il n'y a pas vraiment de concurrence, et s'il y a la concurrence, en fait c'est l'éditeur qui choisit de faire de la concurrence ou pas. Si on prend un livre ultra commercial et qu'on se dit « Ah tiens, une autre maison d'édition a fait la même chose, on va copier », forcément, ça passe moins bien. Mais comme ici, c'est des livres, j'espère être le plus originaux possible, donc ça va. Quelle est d'après vous la plus belle qualité d'une éditrice ? La patience, je pense. Parce que comme pour les auteurs, pour lesquels il faut également énormément de patience, parce que ça prend du temps pour éditer un livre, il faut de la patience, il faut aussi savoir se dire que le livre va devoir être corrigé, il va peut-être falloir réécrire des choses, qu'il y a un calendrier de publication, donc parfois il faut peut-être 1 an ou même, j'ai déjà entendu 2 ans pour qu'un livre sorte, donc c'est beaucoup. Et donc, tout comme pour l'auteur, l'éditeur a besoin de patience aussi, parce qu'il faut prendre le temps d'expliquer à l'auteur quand il faut prendre le temps de bien faire les choses, je pense, et on ne peut pas être trop pressé si on veut faire un travail de qualité. Et quel est le plus gros défaut d'une éditrice, qui peut être le vôtre éventuellement ? Je dirais aussi également, paradoxalement, l'impatience, parce que parfois je suis un peu frustrée quand les choses ne vont pas assez vite à mon goût. Mais comme je viens de le dire, je pense que c'est mieux de prendre le temps de faire les choses plutôt que d'être frustré, d'avoir un travail bâclé et pas beau. Mais oui, parfois je me dis ah tiens, ça aurait pu être fait plus vite et voilà. Alors votre livre, quel est le livre que vous aimeriez, que vous pourriez relire et relire encore ? Vraiment, vraiment marqué, je pense que je ne l'ai pas encore lu, parce que voilà, je n'ai que 26 ans, donc il me reste encore pas mal de temps et pas mal de livres à découvrir. Donc je répondrai à cette question la prochaine fois. Si on critique l'un de vos auteurs ou l'une de vos autrices, comment est-ce que vous gérez cela ? Eh bien, en fait, ça dépend si la critique est constructive ou pas. Je pense que c'est toujours très bien d'avoir des critiques constructives parce que ça permet de se remettre en question, ça permet peut-être de corriger certaines choses, donc c'est toujours très bien d'avoir des critiques. Et sinon, les critiques gratuites, vraiment juste de la méchanceté pure, ça, on ignore. Parce que ça ne sert à rien de se focaliser dessus et de perdre son temps avec ça. Comment est-ce que vous faites la sélection de vos auteurs et de vos autrices ? Pourquoi est-ce que l'un ou l'une sera publié et l'autre pas ? Donc déjà, on fait un premier tri au niveau de la ligne éditoriale. Donc on reçoit quand même beaucoup de manuscrits au vu de la petite taille de la structure. Et du coup, par exemple, quand on reçoit des livres de poésie, ça forcément, on sait directement que ça ne va pas pour la ligne éditoriale. Donc c'est malheureusement en refus. Et ensuite, je cherche quelque chose des écrits qui sont assez aboutis. Donc c'est-à-dire que parfois, on reçoit des romans qui sont à moitié écrits, mais on ne fait pas du coaching auteur, donc on n'est pas là pour aider à finir son roman, mais vraiment pour quand il faut réécrire une phrase ou quelque chose comme ça, oui, ça, il n'y a pas de souci. Et sinon, on cherche aussi des récits qui sont un peu originaux, donc pas les grandes trames commerciales type Harry Potter. Parce que Harry Potter, c'est très chouette, mais on a quand même beaucoup de livres qui en sont inspirés. Et bien ça, on trouve que c'est un peu dommage de refaire quelque chose qui a été déjà fait. Est-ce qu'un jour, vous pensez qu'un de vos livres pourrait être adapté au cinéma ?
J'espère. On en avait un il y a quelque temps qui aurait pu bien se prêter à une adaptation cinématographique, mais malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Mais oui, pourquoi pas un jour. Vous dites que vous avez publié un roman, est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots? En fait, moi, je n'ai pas publié de roman, en tant qu'autrice, que vous voulez dire. Oui, on va recommencer la question. Donc, un jour, vous avez écrit un roman, est-ce que vous pourriez nous en dire 2 mots? Oui, alors en fait, c'était pas un roman. Moi, j'écris des livres pour enfants. Et celui qui a été publié, c'est Cerisette et les cerises de combat aux éditions Poussière de Lune. Et ça, c'est une petite histoire pour enfants. Donc, une petite cerise qui doit défendre son village contre les méchantes tomates. Vos livres sont publiés en format papier et en format électronique. Est-ce que le format électronique est assez populaire? Et est-ce que le format papier, c'est pas un peu des gens qui sont un peu conservateurs, qui aiment bien ce format papier? Eh bien, le format électronique est assez populaire, mais c'est quand même le format papier qui l'emporte parce que je pense que les lecteurs ont encore du mal à se faire à l'idée de payer quelque chose qui est dématérialisé. Donc, on aime toujours avoir l'objet livre, donc le bel objet qu'on peut mettre sur son étagère, puis le toucher du papier, c'est quand même différent que de lire en version électronique. Mais je sais que certaines personnes préfèrent justement la version électronique parce que, juste pour des questions pratiques, on peut emporter une centaine de livres sur une liseuse ou sur une tablette. Pour les personnes âgées, parfois c'est plus pratique aussi parce que on a tous déjà lu un livre de poche où c'est écrit vraiment tout petit, on doit presque mettre le livre à côté de son visage pour pouvoir voir. Et sur une liseuse ou une tablette, en fait, on peut agrandir la police comme on veut. Donc si on veut avoir une phrase sur une seule page pour avoir des caractères énormes, ça ne pose pas de problème. Et quand on a les yeux qui fatiguent, c'est quand même intéressant. Vous êtes une éditrice. Est-ce que ça veut dire que vous favorisez plutôt les autrices? Pas spécialement, en fait. Là, il se fait que le hasard fait que pour l'instant on a plus d'autrices que d'auteurs dans la maison d'édition, mais je ne regarde pas le genre de la personne quand je choisis un livre. Pour moi, c'est pas quelque chose qui doit entrer en ligne de compte. Quand on peut valoriser le travail d'une femme, bien sûr, je pense que c'est toujours mieux parce qu'on doit tous être féministes, mais ce n'est pas l'objectif premier de la maison d'édition. Et qu'est-ce qui fait que, d'après vous, un livre va être choisi? Quel est le point principal? Quand vous recevrez un manuscrit, vous savez dès les premières lignes dire celui-là il va être publié, ou bien il vous faut vraiment lire le manuscrit en entier? Souvent, oui, en fait, parfois même dès la lettre d'introduction, donc la lettre de présentation, on sait déjà si ça peut fonctionner ou si ça va peut-être caler. Mais souvent, oui, au bout d'un chapitre, on peut déjà se dire que oui, il y a le potentiel pour en faire quelque chose de commercialisable, ou si il faudra peut-être travailler, ou si malheureusement ça ne conviendra pas. C'est bon de lire. Présentez-nous quelques-uns de vos auteurs et autrices. Je vais vous parler de Christine Gaspard. Donc, c'est une auteure sprimontoise qui vient d'éditer chez nous son 2e livre. Le premier est sorti en 2017, donc c'était le fils de Jules, et la suite qu'on vient de sortir, c'est Dans l'ombre d'un chêne. Donc le fils de Jules, en fait, il retrace l'histoire d'un jeune homme qui a perdu ses parents c'était une situation tragique, et du coup, en fait, pour essayer de tourner la page en quelque sorte, il part faire ses études à Londres, mais c'est un thriller sur fond de drame psychologique. Et en fait, il se met un peu à la place de Jack l'Éventreur et commet des crimes tout en étant schizophrène. Donc voilà. Et ensuite, dans L'ombre d'un chêne, en fait, c'est l'histoire de sa petite sœur qui essaie de comprendre pourquoi est-ce que son frère a fait ça et comment ça s'est passé. Voilà. Et dans les sorties à venir, est-ce que vous avez quelque chose à nous conseiller? Oui, donc dans les sorties à venir, je vous conseille le livre de Elliot Obadia qui s'appelle Bruxelles-Paris via Bichkek. Et dans ce livre, Elliot nous raconte les anecdotes qui lui sont arrivées lors de son voyage terrestre eurasien. Donc il n'a pris comme moyen de locomotion, il a privilégié le train et les autocars. Et du coup, il a pu visiter une bonne partie de l'Europe. Et il nous partage ces petites histoires, donc par exemple le marché de Tbilissi, les expériences, les découvertes gustatives d'Istanbul, et ainsi de suite. Alors, une dernière question. Dans 5 ans, vous voyez Flamingo ou ça comme un incontournable de la littérature ou pas? J'espère que oui, mais je pense que j'aimerais que Flamingo Édition reste une maison d'édition à taille humaine, donc pas en faire une énorme machine commerciale, mais vraiment quelque chose de petit pour continuer à avoir une relation
auteur, éditeur proche sans avoir 36 milliards d'intermédiaires, pouvoir continuer ça à petite échelle. Merci à vous Alexandra Braguina de nous avoir permis de découvrir votre univers et votre maison d'édition Flamingo Édition. Flamingo Édition avec un S qui est bien sûr sur Facebook, donc n'hésitez pas à liker la page. Alors avant de vous laisser, vous les auditeurs, je voudrais vous demander 2-3 petites choses. Si vous avez aimé ce podcast, j'espère, eh bien n'hésitez pas à le liker, partagez-le bien sûr sur les réseaux sociaux et puis abonnez-vous aussi pour être informé avant tout le monde de la publication du prochain podcast. Et si vous avez envie, si le cœur vous en dit, vous avez envie de laisser un commentaire, eh bien, n'hésitez pas. Allez, je vous dis merci, je vous dis à bientôt et surtout, que la force soit avec vous. Ça y est, c'est fini.